Bienvenue au podcast Être un Une sans frontières. Mon nom est Pierre-Luc Hiotte, je suis directeur général d'Ingénieurs sans frontières Québec. Je vous remercie toujours d'être au rendez-vous, d'écouter les épisodes qu'on met en ligne là, pour alimenter la discussion sur la coopération internationale. Je viens de terminer tout juste d'enregistrer un superbe épisode. Ça me faisait très chaud au cœur de l'enregistrer. Mon invité était Gabriel Miller, un ancien coopérant du programme de regroupement étudiant pour la coopération internationale qu'on appelle par chez nous le Précis, donc qui est un club étudiant de l'École de technologie supérieure, donc une école d'ingénierie à Montréal. On s'est croisés fin des années 2000, 2007, 2009 dans le cadre de ce club étudiant. Et c'est une belle discussion que je viens d'avoir justement sur ce retour après plus de 10 ans de notre expérience avec le Précis. On a pu parler aussi de ses autres expériences avec Québec sans frontières, qu'il a fait par la suite. Donc, j'espère que ça va donner le goût, en fait, à plusieurs d'entre vous de vous diriger vers la coopération internationale. C'est un peu le but de cet épisode. Donc, j'en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Gabriel, je te remercie beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir, merci. Ouais, pas trop stressé? Oh, juste un peu. Juste un peu, ben tu vas voir, ça va être super friendly. Puis le but, c'est juste d'avoir une petite discussion tranquille, puis on s'amuse, puis on parle de ce qu'on aime beaucoup, la coopération internationale. Exact. Avant qu'on aille vers toi, je tiens vraiment à te remercier sincèrement. Pas pour être ici assis avec moi, mais pour ce que tu as fait dans le passé, parce que je suis pas mal certain que tu es une des personnes qui a le plus influencé mon parcours vers la coopération internationale. Pour mettre en contexte, je t'ai rencontré il y a plus de 10 ans maintenant, ça fait 10, même 12 ans quasiment. Mm-hmm. Et tu as été un mentor pour moi là, dans mes premiers balbutiements là, en coopération. Puis ben écoute, je suis super content qu'aujourd'hui on soit encore assis en face de l'autre pour se parler de ça. Puis je suis pas mal certain que le siège que j'occupe chez SFQ, je serais peut-être pas là si j'avais pas eu une belle première expérience. Puis si, tu sais, je veux pas tout mettre sur ta faute. Ben ouais, mais c'est ça, un peu de pression. Je veux pas tout mettre sur le fait que c'est toi qui me fait en sorte que je suis ici. Mais tu comprends que ça a été une influence, puis une influence positive qui m'a amené à apprécier, à faire la coopération, puis qui fait qu'aujourd'hui, je suis toujours dans ça. Tu sais. Je suis content d'entendre ça, merci. Puis tu sais, moi-même, j'ai une histoire similaire de quelqu'un qui m'a amené vers ma première expérience de coopération, puis j'ai encore cette personne-là en tête tout le temps, comme quoi que c'est elle qui m'a permis de commencer ça. Fait que je comprends le feeling. Ouais, ben c'est ça. Fait que c'est super cool qu'on puisse encore s'asseoir ensemble. En fait, on s'est rencontrés dans le cadre du Précis. OK? Ouais. Bon, rapidement, le Précis, ça s'appelle, c'est un acronyme, ça veut dire Programme de regroupement étudiant pour la coopération internationale. Mm-hmm. C'est un club étudiant de l'École de technologie supérieure, donc de l'ETS. Comment t'es venu, toi, à aller vers le Précis? T'as entendu parler de ça, de où? Comment c'est apparu dans ta vie, ce club-là? Oui, mais ça, on retourne à la personne que j'allais mentionner, justement. Je suis rentré à l'ETS 2005, puis pour faire une histoire courte, j'ai voulu m'impliquer dans des choses dès le début, dès les premières semaines, même avant même que le premier cours commence, j'étais déjà en train de m'impliquer d'une certaine façon, puis c'était surtout du côté social que j'ai apprécié. Tu sais, l'ETS a beaucoup de clubs scientifiques, mais moi, c'était le social qui m'attirait plus. Fait que j'ai commencé à m'impliquer pour aider les services aux étudiants à organiser des activités, puis après ça, ils sont venus me chercher, puis on dit « Hey, on a besoin de quelqu'un pour aller sur le conseil d'administration de la coop, la librairie coop de l'ETS. » J'ai dit « Bon, pourquoi pas, on va essayer ça. » Puis j'ai rencontré quelqu'un sur le conseil d'administration, pour ne pas la nommer, Mélanie Pitre, qui est maintenant ingénieure à, je ne trouve... Edifica, je pense. Edifica, c'est ça, voilà. Et à travers nos discussions, elle m'a introduit au Précis, finalement, qu'elle avait fait quelques années auparavant, finalement. Ouais, 2-3 années avant toi. Oui, c'est ça. 2003, je pense. Mm-hmm. Puis, c'est ça, elle m'a vraiment
présenté le précis d'une vraiment belle façon, ce qui fait qu'un an après être rentré à l'ETS, j'ai posé ma candidature pour le faire. Donc, comment ça fonctionne, en fait, le précis? C'est quoi le parcours? Oui, c'est un club étudiant qui fait de la coopération internationale, mais c'est quoi un peu le cycle, là, puis comment ça fonctionne? Oui. C'est ça. Donc, tu commences par donner ta candidature, finalement. Chaque année, autour du mois de septembre-octobre, il y a la formation de la nouvelle équipe qui se passe. Fait que là, il y a des anciens du précis qui organisent finalement cette mise en candidature-là. Donc, tu vas à travers le processus, tu remplis un formulaire, tu te présentes, après ça, il y a des appels d'entrevues, finalement, entrevues individuelles avec des anciens du précis, ensuite entrevue de groupe, si tu es sélectionné après l'entrevue individuelle, et après ça, tu es formé avec 4-5 autres personnes, en général, c'est autour de 6 personnes, 6 autres étudiants de l'ETS, pour former l'équipe du précis de cette année-là, et ça revient chaque année. Mais dans le cycle, finalement, c'est que toi, tu es sélectionné en tant qu'équipe, et c'est là que tout commence. Donc, pour une période d'à peu près 10 mois, avec ton équipe, tu vas faire 2 choses majeures qui sont, trouver un projet de coopération internationale, dans ce cas-ci en lien avec l'ingénierie, on peut en reparler, puis deuxièmement, faire la levée de fonds pour ce projet-là. Donc, l'équipe est totalement, je ne peux pas dire indépendante, mais majoritairement indépendante, dans le sens qu'il n'y a pas une entité supérieure qui te donne les projets et qui te dit quoi faire. C'est vraiment à l'équipe de tout faire par eux-mêmes et se débrouiller. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui gravitent autour. L'ETS appuie beaucoup, les anciens du précis appuient beaucoup, qui peuvent donner des trucs, des conseils, des contacts, mais c'est quand même à l'équipe de faire indépendamment leur projet. Et ensuite, à la fin de ces 10 mois-là, ils partent, encore une fois, à peu près au mois de septembre, donc un an après le début de la chose, vers l'international pour réaliser le projet, finalement. Donc, c'est vraiment, ils conçoivent et réalisent le projet en son entièreté. Tu as parlé, en fait, que l'équipe choisissait eux-mêmes le projet, ce qui est intéressant parce que le précis est devenu comme assez connu sur la plateforme internationale, parce qu'il faut le dire, là, ça a été fondé en 1994 par on pourrait dire des visionnaires, là, des gens qui avaient envie de faire autre chose puis de créer quelque chose de différent à l'ETS. Ouais. Et ils ont fondé le club étudiant à cette époque-là. Et ils ont mis en place le cycle dont tu parles, donc entrevue, levée de fonds, réalisation sur le terrain. Et comme ça dure depuis plus de 25 ans, là, on approche bientôt du 30 ans, le précis est devenu comme connu internationalement. Puis à chaque année, des ONG d'un peu partout sur la planète proposent des projets. C'est majoritairement des pays francophones là, qui vont proposer des projets. En général. Mais beaucoup l'Afrique subsaharienne. Et avec toute ce cartable de projets-là qu'ils reçoivent, ils vont pouvoir faire une sélection, là, vraiment selon leur je ne veux pas dire leur désir, mais leur vision de c'est quoi faire de la coopération internationale, qu'est-ce qu'ils jugent selon eux qui serait le plus pertinent comme intervention à faire. Oui. Dans notre cas, on n'avait pas vraiment de cartable de projet. Je pense que ça s'est plus concrétisé un peu après nous, mais je dirais que souvent, c'est les anciens qui ont eu des contacts des années d'avant, que là, oui, c'est vrai, il y a peut-être un cartable ou une certaine liste des projets qui faisaient partie de ceux qui regardaient, mais ils en ont choisi seulement qu'un. Dans d'autres cas, nous autres, c'est qu'on a trouvé des contacts à travers les branches, finalement, qui nous ont amenés vers un projet aussi. Donc, tu n'es pas nécessairement attaché au cartable de projet du précis. Quoique souvent, ils ont déjà été comme pas présélectionnés, mais il y a déjà eu des démarches faites avec ces personnes-là. Donc, on connaît aussi le sérieux de la démarche pour ces projets-là. Oui, puis aujourd'hui, tu mentionnais que l'équipe est très autonome dans sa sélection, mais il y a quand même des instances de vérification auprès de l'ETS pour s'assurer que, c'est des endroits sécuritaires. Puis, oui. Fait que, avec le temps, mais je me rappelle que en 2009, puis probablement toi aussi en 2007, il n'y avait pas nécessairement... C'était comme, on annonçait qu'on allait en République démocratique du Congo, puis ça allait être ça. Il n'y avait pas nécessairement un retour là, ou une vérification quelconque. Là. Ils faisaient vraiment entièrement confiance au club étudiant pour la destination choisie. Oui, c'est sûr qu'effectivement, à ce moment-là, on n'a pas eu nécessairement l'impression que l'ETS s'est donné son saut sur le choix qu'on avait fait.
Mais c'est sûr qu'il faut toujours garder en tête la sécurité, comme tu disais. On faisait toutes nos propres vérifications, mais je pense que l'ETS, au fil du temps, aussi améliorer leur propre processus. Que là, ils disent, ben, c'est nos étudiants qu'on envoie à l'étranger. C'est un club étudiant, donc faut comme mettre nos culottes, puis nous aussi, s'assurer que tout va bien. Fait que c'est sûr que là, il y a peut-être un meilleur travail d'équipe entre l'ETS et le précis pour s'assurer que ces choses-là soient bien, s'assurer que tout le monde a ses assurances puis que le pays n'a pas des gros problèmes. Oui, c'est ça. Mais on n'est jamais à l'abri de certains coups d'État. Dernièrement, il y en a eu un en Guinée. Personne ne l'avait vu venir. C'est difficile, à moins vraiment d'avoir beaucoup de connaissances sur le système sociopolitique puis comment ça bouge à l'international, mais c'est presque imprévisible. Puis il y a beaucoup aussi le fait que souvent, les équipes du précis vont chercher les projets, mais c'est pas nous qui vont contacter des pays à l'international. On va voir des organismes qui nous proposent des projets. Et ces organismes-là ont aussi beaucoup le pouls de ce qui se passe sur le terrain et peuvent ensuite retirer leur projet au besoin. Le deuxième projet que j'ai fait avec QSF, Québec sans frontières, c'était au Mali, mais aujourd'hui, ou quelques années après, là, il n'y a plus personne qui allait au Mali. C'est peut-être beaucoup trop dangereux. Donc, ils ont coupé tous les projets. Fait que c'est sûr que là, si le précis disait « on va au Mali », mais premièrement, où est-ce qu'ils trouveraient le projet au Mali? Il n'y a aucun organisme qui leur dirait voici un projet au Mali. Ça prend un partenaire local fiable, en qui tu as confiance, qui a une crédibilité, qui a déjà reçu des expatriés pour faire certains projets, qui a une certaine expérience terrain d'encadrement, de coordination. Ça prend cette relation-là. Effectivement, le précis ne part pas avec une personne qui a envoyé un courriel et dit moi, j'aimerais qu'on construise une école dans mon village. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Des fois, c'est plus ou moins gros. Des fois, le partenaire est très petit et très local. D'autres fois, il est plus gros, plus international. Ça varie, mais il y a toujours quelqu'un qui s'y connaît plus que toi. C'est quoi le type de projet qu'on fait habituellement? Moi, je te pose la question, je connais la réponse, là, mais c'est plus pour qu'on se dirige vers la discussion. Donc, c'est quoi un peu le genre de projet que le précis est capable d'accomplir? Parce que tu as parlé de levée de fonds, c'est des étudiants, donc nécessairement, il y a une capacité, j'imagine, maximale là, de financement que ces étudiants-là peuvent lever. C'est quoi le genre d'intervention qu'ils vont prioriser? Oui. Comme c'est une école d'ingénierie, en général, ça a toujours été des projets de construction. Que ce soit des nouvelles constructions, des rénovations, des agrandissements ou même un mélange de toutes ces choses-là. Et le plus souvent, là, ça va être des constructions qui vont essayer d'améliorer des conditions de vie. Fait que c'est des besoins primaires comme les écoles, des centres de formation, des centres de santé, des choses comme ça qui vont vraiment améliorer les conditions de vie de la population. Donc, on ne va pas chercher pour construire des hôtels ou des choses comme ça. Là. Oui, il peut y avoir un besoin pour un hôtel dans une communauté, mais ce n'est pas les besoins primaires nécessairement. Donc, on essaie de graviter autour de ces choses-là. Il y a eu des projets, je pense, d'accès à l'eau. Je pense que même le projet fondateur, c'est un projet d'accès à l'eau. C'est ça, c'est un projet d'accès à l'eau. Puis, c'est... Encore une fois, ça a commencé avec le CECI, qui est un autre organisme. C'est vraiment des étudiants qui ont eu une présentation du CECI qui se sont dit « Hey, nous autres, on veut faire ça. » Puis là, ils sont partis en Bolivie faire de l'accès à l'eau pour deux choses, en fait. C'est ce que j'ai appris avec le temps. C'est qu'on parle beaucoup, hey, c'est de l'accès à l'eau, mais en même temps, c'était pour l'eau à l'école primaire ou la petite école du village, mais c'était aussi principalement au début, l'accès à l'eau à l'école a été rajouté par la suite, mais c'était pour leur troupeau d'alpagas. OK. Parce qu'ils étaient en Bolivie, c'est en montagne, il n'y a pas beaucoup de végétation, fait que les alpagas mangeaient dans les marécages, puis ils grandissaient pas fort ou leur laine n'était pas de super bonne qualité. Fait que ils allaient irriguer les champs finalement pour les alpagas, ce qui fait que les alpagas allaient avoir une meilleure lainage. Donc, ils allaient avoir plus d'argent en retour pour pouvoir développer leur communauté. Fait que c'est des types de projets comme ça que c'est... tu y penses peut-être pas d'un coup que donner de l'eau à tes alpagas, ça va être quelque chose, un besoin primaire, mais pour eux, c'est leur gagne-pain. C'est tout ce qu'ils ont dans leur village. Oui, parce que le précis a une approche très classique de dire on construit des infrastructures. On fait un leg d'un bâtiment ou d'un système d'irrigation, peu importe. C'est une approche classique de la coopération internationale, mais aujourd'hui, on est souvent dans des approches un petit peu plus mixtes avec, oui, un petit peu d'infrastructure, de l'équipement, mais aussi
Ça peut être du développement économique, ça peut être de la microfinance, ça peut être de l'agroforesterie. Il y a plein de domaines, puis souvent ces projets-là maintenant sont plus interconnectés. Le Précis a gardé une approche quand même assez classique d'infrastructure, d'où sa nature d'étant une école d'ingénierie. Mais moi, j'aimerais ça un jour que le Précis fasse un projet de logiciel ou de n'importe quoi. Ça pourrait être de production automatisée ou de mécanique un petit peu plus poussée. Ça serait possible, en fait. Là. Bien, c'est sûr, mais le Précis a été créé dans une école d'ingénierie où les programmes étaient à ce moment-là, construction, mécanique, électricité. Fait que, il était vraiment relié à ça. Avec le temps, d'autres programmes se sont greffés, l'informatique est venue se greffer et tout, mais le Précis a quand même continué sur sa lancée. Puis nous, dans notre équipe, on avait une personne en construction. Et c'était ça. On n'avait personne en mécanique. Charles, je pense. Non, Charles était au doctorat. C'est vrai. Il n'avait pas fait nécessairement de formation en construction, mais il était dans le bâtiment durable et tout ça. C'était Jean-François. Sinon, les autres, il y avait logiciel, production automatisée, logistique. C'était vraiment très peu construction. Fait que, notre équipe a été, quand je parle à d'autres équipes qui sont venues après nous ou même avant nous, on a été beaucoup moins impliqués, je dirais, dans la conception du bâtiment. Fait qu'on s'est plus entouré de personnes localement pour faire ce travail-là à notre place. Ce qui a amené aussi d'autres choses sur place, d'autres problèmes sur place qu'on pourra reparler. Là. Mais je trouve qu'on est une des équipes qui avait le moins de connaissances en construction en tant que groupe. Oui, il y avait une personne, là, mais en tant que groupe, ce qui fait que ça a changé beaucoup la dynamique, je pense. Oui, puis un aspect qu'on n'a pas abordé, mais c'est l'autofinancement, en fait. Ces projets-là sont 100% financés par les étudiants. Oui. Donc, il y a quand même, en 10 mois, là, ramassé des fois des fonds de 80, 90, 100 000 Puis même, je pense qu'il y a des années qui ont ramassé 120 000 pour certains projets. C'est une charge énorme là, pour ramasser ces sous-là en si peu de temps, là, en 10 mois. Il y a bien des organisations, je pense qu'au Québec, qui regardent le Précis et qui font comme « OK, mon Dieu, comment qu'ils le font? Comment font-ils pour arriver à ramasser ça? » Tu as touché un petit peu à la chose plus tôt en disant que ça fait presque 30 ans que le Précis existe. Donc, c'est sûr que là, on a la chance qu'il y a des donateurs qui reviennent année après année ou qui sont moins difficiles à convaincre. Ce qui fait qu'on a quand même une bonne base qu'on est presque certain d'avoir chaque année. Il y a toujours du travail à faire quand même, mais je pense que ça donne un coup de pouce pour être capable d'aller chercher ces 120 000 aujourd'hui qu'on ne pouvait pas nécessairement dans le temps. Il y a un peu d'inflation aussi, mais quand même, quand moi, je suis arrivé en 2007 puis qu'il commençait à topper les 80 000, c'était des grosses affaires, 80 000 dans le temps. Avant ça, d'habitude, les moyennes, c'est 60, 65. Puis là, on commençait à taper le 80. Puis quelques années après nous autres, ils tapaient le 100 000 déjà, fait que ça allait vite quand même. Puis je pense qu'avec le fil du temps aussi, on commence à prendre des bonnes façons de faire, que tu apprends des anciens. Il y a ce cycle-là qui fait que les anciens reviennent, te donnent des outils, puis avec l'informatique, puis les recherches sur Internet. Maintenant, avant, quand tu avais juste des bottins, ça devait être plus difficile. C'était dur d'appeler. Tu ouvrais le bottin, puis tu passais les entreprises une après l'autre. On l'a fait, on a passé des journées à prendre des entreprises, puis des congrégations religieuses, puis d'appeler, puis de faire des lettres de demande. Puis c'est ça. On passe beaucoup de temps pendant ces 10 mois-là à travers tes études. Tu veux rester aux études de temps plein, puis c'est quand même un requis de faire partie d'un club étudiant que faut quand même que ton parcours scolaire fonctionne. C'est pas au détriment de ta scolarité, là, c'est en marge. Oui, puis d'une certaine façon, moi, ça m'a pris plus de temps à finir mon bac à cause du Précis, parce que j'ai pris peut-être un cours de moins de temps en temps, ou ça m'est arrivé une fois d'abandonner l'été avant qu'on parte. C'était juste... Je passais de 4 à 2 cours parce que c'était juste impossible pour moi de finir, de préparer le Précis et de faire mes 4 cours. Donc, c'est sûr que ça peut avoir un impact. Mais, ça en rapporte tellement beaucoup en bout de ligne que tu dis, je vais le faire. Puis, oui, tu peux pas tomber à zéro, là, mais tu continues d'aller à l'école pareil. Allons-y dans ce que tu as fait en 2007, si je ne me trompe pas. Oui. Puis, c'est drôle parce que dans le premier podcast, je disais à Catherine, ma co-animatrice, que je me souvenais plus c'était la vidéo de quel projet que j'avais vu qui m'avait un peu motivé à m'inscrire.
Puis c'est clairement 2007. C'est clairement ton année à toi, là, dans le timing. 2009, c'est nous autres qui faisions le recrutement. Ouais. C'est exactement le bon timing. Là. Fait que, regarde, c'est pour ça que tu es assis devant moi, en fait. Fait qu'est-ce que tu as fait en 2007 avec les Précis? Oui, 2007, nous, on a choisi un projet de dispensaire, donc un centre de santé au Bénin. Donc, quand notre équipe a été formée, on a commencé à rechercher des contacts, puis on est tombé sur 2 gars qui travaillaient pour... mon Dieu, ma mémoire flanche, je me souviens plus, un organisme de coopération internationale, je me souviens plus le nom. Qui était au Bénin? Qui était à Montréal. OK, à Montréal. Oui. Puis eux, ces 2 gars-là qui travaillaient à temps plein pour cet organisme-là, ont parti on the side une petite entreprise qui faisait comme du tourisme de coopération. Tu sais, ils envoyaient à ce moment-là surtout des personnes plus âgées, des aînés. Ils faisaient comme des voyages organisés, mais dans des pays un peu autres que les pays habituels touristiques, tu sais. Fait qu'ils allaient au Bénin, puis ils allaient au Mali, puis ils allaient parce qu'il y avait la connaissance du terrain. C'est ça, parce qu'il y avait la connaissance du terrain, puis ils disaient, ben nous, on aimerait ça qu'il y ait une certaine partie de la population qui, d'habitude, ne fait pas ce genre de projet-là, qui ait la chance de le faire. Fait que, tu sais, on va le faire un peu plus organisé que ce que les jeunes font, tu sais. Puis on va faire ce projet-là. Puis nous autres, à travers les branches, on a rencontré ces 2 gars-là, puis avec leur organisation, finalement, eux autres, il y avait des contacts au Bénin. Fait que là, ils nous ont mis en contact avec une autre organisation là-bas, locale. Fait que là, c'est avec surtout... Tu sais, eux, après ça, ils nous ont juste offert comme de la formation, pré-départ, des choses comme ça. Puis ils nous ont trouvé le contact sur place. Fait que c'est comme ça que ça a parti. Puis là, le contact sur place s'appelait Cito Bénin. C'est une organisation qui accueille des étudiants à l'étranger pour faire des projets de coopération. Puis eux-mêmes ont leur projet aussi un peu sur le côté où ils avaient déjà construit un centre de santé auparavant, des choses comme ça, mais pas nécessairement avec de l'aide internationale tout le temps, tu sais. Leur propre projet. Donc voilà, on a fait affaire avec eux, puis c'est eux qui nous ont aidés avec une personne locale à faire les plans pour le centre de santé, parce qu'eux avaient un contact local dans un village. Je sais pas, je dois-tu faire l'histoire longue ou l'histoire... Vas-y, moi je te laisse aller. C'est bon. Je te laisse aller. On va faire ça. Finalement, eux autres, il y avait un contact local qui était un abbé qui s'occupait d'orphelins, pardon. OK. Donc, il y avait plusieurs bâtiments un peu partout dans cette région-là qui abritaient des orphelins. Fait que lui, il engageait des mamans, finalement. Il engageait des femmes qui s'occupaient des maisons puis qui s'occupaient des orphelins. Puis son but, c'était de les rassembler ses activités en un seul endroit. Donc, il voulait construire des maisons pour faire des orphelinats, puis aussi construire un centre de santé parce que l'endroit en manquait. Puis il dit, j'aimerais ça en avoir un proche de mes orphelinats et tout. Fait qu'il avait déjà commencé des fondations pour ces orphelinats, puis là, il cherchait des partenaires pour le reste. Fait que là, Cito nous a proposé ce projet-là, puis on a dit, c'est super intéressant, on va y aller, puis on va vous aider à faire le centre de santé que vous demandez, finalement. Alors, ça a commencé de tout ça. Et là, c'est ça, ils nous ont aidés à faire tous les plans donc, c'est avec les gens Jean-François. Ouais, c'est des gens locaux. C'est des gens locaux. Ça a totalement tout été fait local. T'sais, nous, ils nous envoyaient les plans, puis on essayait de faire fitter ça avec le budget qu'on s'attendait de pouvoir faire avec la levée de fonds. Fait que c'est ce travail-là qu'on faisait, mais on n'avait pas d'autres organismes ici, d'ingénieurs qui regardaient ça. On faisait totalement confiance à eux. Eux autres sont habitués de construire le bâtiment. Faites-nous quelque chose qui va fitter dans le budget, finalement. Oui, puis qui va correspondre à vos besoins. Exact. Okay. Puis comment ça s'est passé ton expérience là-bas, sur le terrain? Oui. J'imagine qu'on a tous nos propres anecdotes là, de coopération. Globalement, puis avec le recul, ça s'est très bien passé, je pense. Je relisais mes notes après qu'on se soit parlé pour me remémorer. Ça fait quand même plus que 10 ans de cela. Et je lisais des choses, je faisais comme « Ah, wow! » Il y a des moments que je trouvais vraiment difficiles qu'aujourd'hui, je me souviens pas. On a tendance à oublier les choses qui vont moins bien. Puis, il y avait des petites anicroches, côté, ça peut être gestion de conflits entre l'équipe, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur toute la marche à suivre. On construit un bâtiment, mais il faut prendre des décisions. C'est eux autres qui le conçoivent, mais côté budget, des fois, il faut faire des compromis, changer des choses, puis même juste savoir comment on allait gérer
le chantier avec le chef de chantier. Il y a des décisions à prendre, puis on ne s'entendait pas toujours. Des fois, c'est une question de ben là, il nous reste ça comme budget, il y a ça à faire, qu'est-ce qu'on choisit? C'est quoi la priorité? Est-ce qu'on équipe le centre? Est-ce qu'on achète une pharmacie de médicaments? Exact. Il y a plein d'options qui peuvent s'offrir parce que c'est ça, le budget étant plus limité, les besoins pour un centre de santé sont pas mal infinis. Oui. Ce genre de décision-là, on ne pouvait pas le prendre d'avance parce qu'on ne savait pas tous les détails de la construction avant de partir, puis on ne savait pas non plus exactement le budget puis comment les choses allaient coûter une fois sur place. Tu as bien beau budgéter, mais des fois, ça ne tombe pas toujours. Il y a des imprévus. Puis on était un nombre impair, puis c'est arrivé à quelques reprises. Il y avait déjà des atomes crochus entre certains membres, puis il y avait certaines choses qu'on savait d'avance que ces deux-là allaient s'entendre, puis ces deux-là allaient s'entendre sur quelque chose de différent, puis là, toi, tu te ramasses au milieu, tu fais comme... c'est quelle gang que je choisis? Souvent, c'était moi qui me ramassais au milieu, en plus, fait que là, tu dis, bon, OK, quelle est mon opinion, premièrement, puis deuxièmement, ça fait souvent que c'est eux autres qui gagnent, je vais peut-être donner la chance à l'autre. C'est un peu plate à dire, là, mais c'était pas des mauvaises décisions, c'est juste que... C'est deux choses, puis les deux choses sont bonnes, mais il faut choisir ça fait appel un peu à tes valeurs, comment toi tu vois les priorités, puis là, il peut nécessairement, vous avez tous un fond de valeurs commun si vous faites partie de ce club-là, puis vous avez été sélectionnés ensemble, mais somme toute, vous avez des historiques différents, fait que c'est normal que vous ayez des prises de position différentes sur certains sujets. Exact, personnalité et tout. On a eu un bon 10 mois avant de partir pour se connaître, puis c'est vraiment... nécessaire. Je pense que d'avoir fait ce type de projet-là en se connaissant 2 semaines avant, ça aurait été vraiment très difficile, probablement. Mais là, on se connaissait, on savait comment on allait réagir à certaines choses, donc on pouvait passer à travers assez bien. À travers toutes les activités de levée de fonds, les parties, le travail, les démarchages pour les commandites, il y a tellement de rapprochements qui se fait entre les différents membres que là, tu viens qu'à être une espèce de petite gang... en lien avec ton projet, en lien avec la coopération internationale. Puis comment ça s'est passé, toi, l'introduction avec la communauté? Est-ce que tu as senti qu'il y avait une distance ou ça a été quand même assez facile de t'intégrer avec eux? Oui. Je pense qu'on a comme toujours gardé une distance. Puis je pense qu'on ne s'attendait pas à ça. Les personnes qui nous ont accueillis là-bas, l'abbé et autres, avaient tout planifié notre séjour dans le sens... Ils nous avaient trouvé une maison qu'on allait habiter. Il y avait 3 chambres, il y avait 2 salles de bain, des douches. On avait une maman qu'on appelait, une femme qui allait être là avec ses enfants qui habitaient avec nous dans la maison, puis qui nous faisait à manger, puis qui faisait le ménage. Puis on se rendait au chantier, puis on retournait là, puis elle nous faisait toujours à manger. Ce qui fait qu'on n'était pas intégrés à la communauté comme on pensait qu'on allait être. Arrivé sur place, on a comme été « Ah, ben merci ». On n'a pas pensé à dire « Ben non, on aimerait mieux autre chose ». C'est comme ils nous l'offraient, mais on va le prendre. Fait que finalement, nos semaines, c'était 6 jours par semaine de chantier. Puis on partait le matin, on allait au chantier, on revenait le soir, on retournait à la maison. Puis on avait une journée on passait un peu de temps à faire autre chose. Mais on est allé chercher nos expériences par les contacts qu'on a eus avec d'autres gens. On s'est fait très, très amis avec le maçon, le chef maçon sur le chantier, puis avec d'autres personnes aussi, notre maman à la maison, bien sûr. On a eu tant de discussions avec elle et avec le maçon et avec d'autres amis qu'on s'est fait là-bas. Fait que on allait chercher toute notre expérience locale grâce à eux, mais c'était pas exactement ce qu'on pensait que ça allait être au début. C'est rarement ce qu'on pensait que ça allait être au début. Vu de même. Tu sais, là, on se crée un scénario un petit peu parce que... on est nerveux, on a un petit peu d'anxiété face à ce qui s'en vient, on sait pas trop dans quoi qu'on s'embarque, puis on se crée un scénario, puis là, on se rend compte qu'on était dans le champ. Là. C'est ça. Puis on a les expériences de tous les anciens du Précis avant nous qui nous racontent comment eux, ça a été. Puis finalement, tu te rends compte que c'est différent pour tout le monde, bien sûr. Fait que tu peux pas avoir trop d'attentes sur c'est jamais dans le même pays ou presque. Là. C'est excessivement rare que le Précis va choisir. Je pense que ça arrive à quelques reprises, que les projets qui ont été faits dans le même pays. Mais souvent, si tu passes du Cambodge au Sénégal, à la RDC, tu t'en vas au Mali. C'est tellement différent, les cultures sont différentes. Fait que, oui, il y a un transfert, puis il y a beaucoup de transfert des pairs, là, des anciens, de dire voici mes anecdotes, voici ce que moi j'ai vécu, puis fais-toi une idée avec, attends-toi à peu près à vivre quelque chose de similaire, mais ça reste que c'est jamais pareil. Oui, exact. Puis le tempérament de tout le monde, comment ils réagissent au choc culturel et tout, ça change l'expérience de façon totalement différente pour tout le monde. Même nous qui étaient les 5 là en même temps, on l'a vécu aussi de 5 façons différentes, la même chose. Tu parles du choc culturel? Oui. Comment toi tu l'as vécu?
Sur le coup, j'avais pas l'impression d'avoir nécessairement un gros choc culturel. Tu sais, il y a eu une passe que je me souviens bien où j'étais, tu sais, très morose, je me sentais pas bien, puis tu sais, au village, on n'avait aucun contact avec le monde extérieur pendant longtemps, fait que tu sais, il fallait se déplacer vraiment loin pour pouvoir parler à quelqu'un. Ce qui fait que, tu sais, pendant le premier mois, j'ai trouvé ça plus difficile vers la fin du premier mois, que là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé à du monde à l'extérieur. Euh, Après ça, ça s'est réglé, mais tu sais, c'est le bout que je me souvenais le plus que j'avais eu vraiment une réaction. Puis c'est juste en me relisant récemment toutes les notes que j'avais prises. Puis des fois, je lisais les commentaires que j'écrivais de mes réactions à ce qui se passait ou comment j'analysais les situations. Puis j'avais le goût de genre, faire comme, mais pourquoi? Ben, Pourquoi j'ai réagi comme ça? Voyons, ça c'est bien niaiseux. c'est pas dans ma nature, je C'est me ça, verrais je pas ferais plus réagir ça comme ça. aujourd'hui. Puis c'est là que tu te rends compte que quand tu es dedans, tu t'en rends pas nécessairement compte. Même un peu après, tu t'en rends pas nécessairement compte. Puis c'est vraiment plus longtemps après, quand tu as eu le temps de le digérer. Puis là, c'est sûr que j'ai eu un deuxième projet après, puis j'ai eu 10 ans de vie, que là, je me dis, ah, waouh, il me semble que j'écrirais pas ça aujourd'hui. Je le ferais même pas lire à quelqu'un d'autre ce que j'ai écrit parce que je fais comme, oh, que je parais pas bien là-dedans. Puis je ferais plus ça aujourd'hui. Je parlerais plus comme ça aujourd'hui. Tu sais. Ouais. Non, je comprends, mais je comprends ce que tu veux dire parce qu'effectivement, quand tu es confronté à une nouvelle réalité, bon, je l'ai mentionné, tu t'es fait t'as des préjugés, tu as des préconçus par rapport à ce que tu s'en vas vivre, à la manière dont les gens vivent. Tu as été teinté par ce qu'on t'a montré ici, puis ce qu'on t'a appris sur, mettons, toi tu es allé au Bénin, mais ce qu'on t'a appris sur l'Afrique en général. Fait que tu as une vision qui, bien sûr, va grandement changer suite à ta première expérience parce que tu comprends que tu as été complètement biaisé par plein de facteurs. Ouais. Puis c'est comme ça, c'est Ouais. ce qu'on nous présente. Donc, c'est difficile, à moins de faire des recherches puis de vraiment full se préparer, c'est difficile C'est ça. Puis, de vraiment bien comprendre où tu t'en vas vivre. Là. puis tout ce que tu vis, ces choses-là que tu trouves différentes et des fois que sur le coup, la première fois que je trouvais dont ça devrait pas être de même, c'est vraiment par après ou au fil du temps, si tu restes là assez longtemps ou au fil d'autres expériences que tu te rends compte qu'il y a une raison derrière ça, pourquoi ces choses-là sont comme ça. Puis tu te dis, ah ben oui, finalement, je comprends pourquoi c'est comme ça, puis c'est pas nécessairement que c'était mauvais ou que c'était pas la bonne façon de faire, c'était juste que j'avais pas compris pourquoi ça en était venu à être comme ça. Moi, Parce que c'est toujours le comparatif. C'est tu ça. compares ici versus là-bas. Exact. Puis tu comprends mieux la réalité d'ici parce que tu vis dedans. Puis là, tu regardes la réalité et tu te dis, pourquoi ça fonctionne comme ça? Ouais, je comprends pas. T'sais. Ce qui m'avait beaucoup, c'est ça, ce qui m'avait beaucoup marqué à ce moment-là, c'était vraiment les délais ou ce qu'on appelait le flou à ce moment-là, là, finalement, qu'il y avait comme rien de certain. Tu faisais un rendez-vous où tu t'attendais que quelque chose soit fini en un temps de temps, puis ça n'arrivait pas, ou les gens se présentaient pas, ou ils le faisaient pas de la façon que tu t'attendais, même si tu pensais l'avoir bien expliqué. Puis il y a beaucoup de choses là, de ces choses-là que tu t'aperçois par après que, il n'était pas là présent ce matin-là parce qu'il y avait quelqu'un qui était malade ou qu'il y avait une autre job plus payante, une autre place, puis tu te dis, voyons donc, il y a une job plus payante ailleurs. C'est sa survie, tu sais. Eux autres, ils vivent de subsistance, fait que c'est sûr que s'ils se trouvent une job plus payante ailleurs, il y a des bonnes chances qu'ils ne se présentent pas au chantier le lendemain. Fait que, sans savoir ça au début, tu pouvais un peu capoter. D'un coup que tu le comprends, tu te dis, si j'étais dans cette situation, puis qu'au jour le jour, je dois nourrir ma famille, puis qu'il y a quelque chose, une occasion qui se présente, je vais sauter dessus. Absolument. Ouais. Puis as-tu de la difficulté, toi, à revenir de ta première expérience? Ça s'est passé comment, ton retour à la maison? Oui, j'ai eu une difficulté les premiers jours. Je te dirais que ça, je ne m'attendais pas du tout non plus. Parce que vers la fin, après la deuxième moitié du parcours, quand tu commences à voir la date arriver, c'est comme le feeling de vouloir rentrer à la maison embarque. En tout cas, pour moi, il a embarqué. J'étais comme, j'ai hâte de partir, de retrouver mes bonnes vieilles affaires, puis de sortir de ce flou sans arrêt. Mais en arrivant, j'ai comme eu un problème avec les foules. Ça a été mon choc du retour, je dirais. Ah ouais. Les premiers jours, j'ai pris le métro pour aller à l'ETS, pour dire bonjour au monde. C'était juste avant la fin de la session d'automne. J'étais dans le métro et j'ai commencé à shaker comme une feuille.
Et à ne plus pouvoir, j'ai dit, je sors ici. Tu sais, j'étais 2 stations trop tôt, c'est pas grave, je sors. Si je suis avec mon chum dans le métro, puis il était comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que je sors du train, je m'en vais dans un coin de mur de même, je me cache la tête, puis je pars à brailler. En plein métro, dans la station de métro, j'étais plus capable. C'est vraiment la quantité de gens autour de toi. C'est ce que je me suis aperçu par après, le fait de les voir, de voir les gens. Après, parce qu'après ça, on est allé manger dans un petit resto, là. Puis là, quand j'étais assis, puis je voyais du monde, je commençais à trembler comme une feuille. Fait que je me baisse la tête ou je me cache quelque chose que je vois plus rien. Puis tu sais, la façon que je l'ai écrit par la suite, qu'est-ce que je pense quand je l'ai analysé, tu sais, qu'est-ce que je pense qui se passait, c'était vraiment que le fait de voir les gens, ça me rappelait que j'étais revenu. Puis j'avais l'impression que ce que je venais de vivre, c'était juste un rêve. Que c'était comme ma tête me disait, non, ce que tu viens pas de passer 4 mois de ta vie au Bénin, il n'y a rien qui a changé au Québec, c'est la même affaire qu'avant, mais moi, j'ai changé. T'sais, est-ce que je viens de perdre tout ça? Puis là, on dirait que mon corps se rebellait contre mon esprit, puis là, j'avais cette réaction. Hey, c'est super intéressant de quoi tu parles, parce que c'est un phénomène que moi, je me suis rendu compte, c'est que quand on fait on part longtemps, 4 mois et plus, là, tu sais, j'ai l'impression qu'on a souvent le réflexe de dire, bon, je pèse sur pause ici au Québec, je m'en vais vivre une expérience, et quand je reviens, je repèse sur play. C'est ça. Comme si vraiment on avait arrêté le temps au Québec, alors que les gens ont continué de vivre, on continue de progresser, on continue d'aller à l'école, de travailler. Puis c'est difficile de faire ça parce que c'est comme si pendant un court temps, ta vie s'effaçait ou était vraiment en pause. Puis là, il fallait que tu te reconstruises une nouvelle identité ou une nouvelle vie pendant un certain temps, dans un autre contexte, avec plein de contraintes où tu dois t'adapter, puis de nouvelles réalités. Puis là, tu quittes encore une fois ça. Il y a comme un autre abandon vers le retour à qui tu étais, mais ton esprit a changé, a capté des informations, puis il y a souvent une confrontation de valeurs. Il y a des valeurs qui vont être... Qui vont prédominer d'autres, des valeurs qui étaient moins importantes, mais vont devenir vraiment très, très importantes par la suite. Fait que là, il y a comme tout ce bouleversement-là. Puis là, quand tu repèses sur play, t'es comme, voyons, ma vie, comme elle était, avec mon nouveau moi, avec les valeurs modifiées, ça coïncide plus, ça marche plus. C'est ça. Il y a un clash, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant ce temps-là, la traque de chemin de fer, toi, a fait ça, eux autres, ils ont continué de même, puis là, à un moment donné, il faut que tu rejoignes, puis on dirait que tu as de la misère à les faire rejoindre. Puis c'est fou, puis ça m'a pris quelques jours à m'en remettre. Tu sais, j'étais arrivé à l'ETS, justement, après, dans la même journée, puis je fais juste le tour, tu sais, aller au service des étudiants, voir les employés, là, qu'on avait passé beaucoup de temps avec eux pendant la préparation du projet, dire bonjour. Puis après ça, je me rends au local du précis, puis là, il y a la nouvelle équipe, ou certains membres de la nouvelle équipe qui venaient juste d'être formés, tu sais, quelques mois, 2 mois plus tôt, qui étaient là, puis qui étaient comme, wow, tu sais, on va pouvoir parler à un ancien, il vient juste de revenir. Puis moi, j'étais dans cet état-là, et je n'étais pas... Tu sais, j'allais là pour ça, mais rendu sur place, j'étais comme, je suis pas prêt à parler de rien encore. On va faire le transfert un petit peu plus tard. C'est ça. Puis là, je suis sorti de là après y avoir dit quelques mots, puis en me disant, mon Dieu, il a dû trouver que j'étais bizarre parce que je parlais à peine, puis on dirait que j'avais toujours les larmes au bord des yeux, puis je voulais juste partir. Pourtant, j'étais allé là pour leur parler, pour les rencontrer. Probablement que tu as eu le réflexe d'y aller parce que c'est ce que tu as observé dans les équipes d'avant. Souvent, c'est ça qui se passe. Les anciennes équipes reviennent. Quand ils reviennent, ils ont hâte de rencontrer la nouvelle équipe. Ouais. Parce que la formation de l'équipe se fait pendant le départ de l'autre. Donc, tu sais, ce cycle-là. Ouais. Puis il y a souvent comme un souper là, de retour avec la nouvelle équipe. Puis là, on échange, puis on parle de l'expérience. Fait que ça motive la nouvelle équipe. Fait que c'est super intéressant. Mais ça reste que quand tu reviens, ça te prend un certain temps de digérer ton expérience. Puis c'est de justement retrouver un peu tes baskets, là, de te repositionner dans ta vie. Exact. Souvent, tu reviens, tu as une session d'études qui recommence dans quelques jours, là, puis il faut que tu te rassoies sur les bancs d'école. Fait que là, c'est dur de faire fi de tout ce qui s'est passé dans les 4 derniers mois. Tu as plein de parties de Noël, de famille, d'aller raconter ce qui s'est passé. Puis comment c'était? Comment tu fais pour résumer 4 mois de ta vie en puis comment c'était? Puis 4 mois, autant intense sur le plan émotionnel, puis avec autant une réalité différente. Tu sais, par où je commence? T'sais? Impossible. C'est la même affaire que quand les anciens essaient de nous expliquer à nous comment ça allait être, qu'on allait y aller. Là, en plus, il faut que tu l'expliques à quelqu'un qui n'a pas nécessairement un intérêt pour la coopération ou qui n'a pas de préparation pour ça. Tu fais comme si c'était encore un plus gros... une plus grosse explication à faire. Moi, j'avais tellement dit à mes parents, quand je reviens, là,
on n'en parle pas pendant 2-3 semaines. Je savais, tu sais, les anciens je pense probablement que tu faisais partie de ça. Les anciens m'avaient dit, tu sais, donnez-vous le temps là, avant de vraiment parler de votre expérience. Prenez le temps de la digérer, de vous réhabiliter à votre situation que vous aviez laissée avant de partir. Puis j'avais clairement convaincu mes parents j'avais essayé de les convaincre, en fait, de ne pas m'organiser de party. Puis la première chose qui arrive quand j'entre le premier pied dans la maison, c'est que toute la famille est là, les amis. Puis c'est comme, pis, c'était-tu le fun? Pas aller dans le sud, là. Écoute, moi, il y a tellement de mes amis qui m'en reparlent encore aujourd'hui de dire, hey, quand t'es revenu, là, t'étais bête. Comme moi, mais là, je venais de revenir. Oui, j'ai un ami qui venait juste d'avoir son iPhone. Tu sais, l'iPhone venait de sortir, le premier, là. Puis là, il me montrait ça au resto, puis toutes ses affaires. Puis moi, j'étais en train de... OK. Il me raconte ça aujourd'hui. Il dit, toi, t'avais pas l'air intéressé par tout. Je dis, j'étais pas là. C'était pas ça que je voulais parler. C'était pas ça que je voulais vivre. Ton iPhone, je m'en fiche. C'est très drôle. Mais cette expérience-là, j'imagine qu'elle a été, somme toute, très positive parce que tu as voulu en vivre une deuxième. Mm-hmm. Mais le précis, étant donné que, bon, c'est un club étudiant, c'est réservé à seulement comme 6 étudiants de l'ETS à chaque année. L'ETS, il y en a des étudiants à cette heure, là, sont plusieurs milliers. Ouais. Donc, pour laisser la chance à plus de monde, on n'a pas le droit de le faire une deuxième fois. Exact. Mm-hmm. Donc, tu t'es cherché un autre moyen pour le faire et tu es allé chez Québec sans frontières. Oui. Avant ça, il y a eu un autre... en fait, il y a eu un autre essai avant. Ah oui, c'est vrai, Perspective. Exact. Ouais, parce que des anciens du Précis qui voulaient le refaire avaient comme créé leur propre petite chose qu'ils appelaient Perspective. Tu sais, c'était plus un club étudiant, c'était même pas un organisme ou rien, c'était pas enregistré ou quoi que ce soit. C'est juste un nom qui s'était donné. Puis il y avait eu un contact en Inde, il était allé faire un projet. Fait que nous autres, on revient, puis on est comme on veut en refaire d'autres. En tout cas, certains des membres de notre équipe veulent en refaire d'autres. Et d'autres membres d'ancienne équipe aussi, tu sais. Puis là, on s'est rassemblés, puis on s'est dit, hey, on va faire Perspective phase 2. Puis on allait encore en Inde, tu sais, avec le même partenaire, tu sais, continuer le travail que Perspective avait commencé. Puis, tu sais, on a commencé une levée de fonds, mais tu sais, c'était un peu moins gros comme besoin, tu sais. C'était encore une construction, je pense, un agrandissement d'orphelinat, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, les besoins étaient moins gros, puis on était motivés, puis Puis on était à 2 semaines d'acheter nos billets d'avion pour partir, puis ça tombe à l'eau. Pour quelle raison? Le partenaire local, grosse histoire. Finalement, le partenaire local, il y a un monsieur là-dedans qui est impliqué, qui était australien, puis il a été accusé d'avoir fait des attouchements au pire sur les enfants, les orphelins, sur place, finalement. Je me souviens de ça. Fait que c'est ça, tout l'organisme qui nous accueillait là-bas, c'est comme tout tombé en branle, en lambeaux, comment on dit ça? Je sais pas trop sûr. En lambeaux. C'est ça. Fait que finalement, on a dit, bon, on s'éloigne de cette chose, on va repenser même chance à nos que affaires. c'est arrivé avant votre départ et non pas pendant que vous étiez là-bas. Là. Ça aurait été plus compliqué, effectivement. Fait qu'on s'est retourné de bord, on a remboursé tous les donateurs. T'sais, on n'avait pas beaucoup, il y avait beaucoup de l'argent qui repartait de nos poches, finalement, là, à ce moment-là. Mais on s'est dit, bon, ben, partie remise, on va faire autre chose. Fait que, j'ai continué mes études. Puis après ça, je me suis dit, hey, Québec sans frontières, je me souviens plus comment j'en ai entendu parler. Tu sais, t'en entends à travers les branches une fois en coopération, t'en entends tout plein, là. Mais j'ai vu Québec sans frontières, puis ce qui est le fun avec eux autres, c'est que tu peux être ce qu'ils appellent les stagiaires, ou tu peux être aussi accompagnateur. Fait que je me suis dit, hey, je pourrais être accompagnateur, moi, tu sais. Ils regardent les critères, ils disent expérience en gestion ou accompagnement de projet. J'ai dit, bon, j'ai pas vraiment cette expérience-là, mais j'ai déjà fait un projet une fois, puis on était tellement indépendants que j'ai acquis beaucoup de connaissances dans la gestion de projet, puis vivre sur place et tout, je peux me lancer. La difficulté à ce moment-là, Québec sans frontières, je pense que ça a changé depuis, c'est que chaque organisme avait ses propres projets Québec sans frontières, ce qui fait qu'il fallait que tu appliques chez plein d'organismes en même temps. C'est encore ça, jusqu'à tout récemment, là, ça vient de changer, avec un nouveau programme là, qui s'appelle le Nouveau Québec sans frontières, justement. Ça a changé 2021, là, suite à la pandémie. Là. OK, tout récent. Mais, fait que, tu sais, moi, j'ai appliqué à certains endroits, tu sais, j'ai appliqué à Montréal ou ceci, à d'autres endroits, puis j'ai passé une entrevue, ça n'a pas fonctionné, tu sais. Oui, j'avais pas vraiment beaucoup d'expérience en accompagnement, là. Puis je suis une personne très introvertie, tu sais, la confiance en moi, c'est toujours quelque chose que je travaille. Fait que je me suis ramassé avec un organisme à Trois-Rivières, le Comité Solidarité Trois-Rivières.
Puis ça a fonctionné là, pour les entrevues, pour être accompagnateur. Fait que je me suis ramassé à aller à Trois-Rivières une couple de fois. Puis les stagiaires, il y en avait de Montréal, une qui venait de Gatineau, l'autre qui venait de Sherbrooke. On venait d'un peu partout. Tout le monde QSF, c'est la même affaire. Ils appliquent un peu partout. Ouais. Puis ça peut être selon les projets qui intéressent aussi. Moi, en tant qu'accompagnateur, c'était pas nécessairement le projet spécifiquement qui m'intéressait ou le pays. Là. C'était juste l'expérience d'accompagnateur. C'était quoi ton rôle en tant qu'accompagnateur? C'était quoi tes tâches? Oui. Ben, ça commence au Québec, finalement. Fait que l'organisme t'offre des formations pré-départ, mais il y a une partie de ça qui s'attend que l'accompagnateur participe à la formation des stagiaires, finalement, les préparer pour le terrain, les préparer pour le projet. Fait que, moi, j'ai monté par moi-même toute une série d'activités, de groupes, finalement, pour faire de la cohésion de groupe. Au Précis, on est tous à l'ETS, on est tous ensemble, fait que, on se fait des activités un peu ici et là, tout le temps, on se voit. Tandis que là, QSF, on était à tous les coins du Québec, pas tous les coins, mais éparpillés un peu, ce qui fait qu'on se voyait pas vraiment souvent. Fait que là, j'essaie d'organiser des petites choses comme ça. Fait qu'on s'est fait une fin de semaine dans un chalet, comme le Précis fait aussi souvent, là. Mais, puis j'ai organisé des activités de cohésion d'équipe, selon, des choses que j'ai inventées ou des choses que j'avais faites avec les coops ou les autres trucs auxquels j'avais participé. Fait que ça, c'était le avant. Ça, c'était le avant. Puis aider, parce qu'il y a une petite levée de fonds aussi. Ils veulent que les gens participent. Soit tu payes de ta poche ou tu peux aller chercher des... Combien qu'il y avait à amasser? Je m'en souviens. Ça me semble que c'est une coupe de 1000. Quelque chose comme ça, ouais. 3-4 000. Dans mon cas, j'ai surtout payé de ma poche. J'étais pas assez élevé pour que ça me tente de refaire encore une levée de fonds. Une fois là. Après l'avoir fait une fois, tu trouves ça un peu plus... Puis un coup sur place, c'est ça. Fait que là, moi, en tant qu'accompagnateur, je suis arrivé une semaine avant les stagiaires sur place. Fait que rencontrer le partenaire terrain, aller visiter le village qui allait nous accueillir, m'assurer que tout était en place. Je faisais les achats des moustiquaires pour pas qu'on se fasse piquer la nuit, pour tous les stagiaires, puis les petits matelas, puis les choses ici et là. Fait que je me préparais, puis je faisais mon propre choc culturel tout seul au début, pour m'assurer de ne pas l'avoir en même temps qu'eux autres. Fait que cette période-là a été assez intéressante pour moi. Tu arrivais avant là-bas? Oui, je suis arrivé une semaine avant eux, sur place. Fait que j'ai rencontré le partenaire terrain. La coordination. C'est ça, m'assurer que tout était était prêt, les derniers détails. C'est comme je disais, visiter le village. On est allé au village. Pour voir comment ça allait être, s'assurer qu'ils étaient prêts à nous accueillir, pour pas que les stagiaires aient un choc si jamais ils n'étaient pas prêts. Puis en plus, le fait que moi je le vois, je pouvais les préparer après, quand eux arrivent, leur expliquer un peu comment moi je l'avais vécu. C'est ça, parce que je me souviens encore très bien que j'étais dans l'espèce de petit minibus, petite caravane, en arrivant au village, puis leur regarder en quoi consistait le village, puis faire comme « Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? » Ça, c'était une grosse différence entre le Mali et le Bénin, entre QSF et ce que j'avais vécu au Bénin, parce que au Bénin, comme j'avais dit tantôt, on était traités aux petits oignons. On avait notre maison avec nos chambres, nos toilettes, tout. C'était pas ça au Mali. C'était tout ce que j'avais pensé vivre au Bénin, je l'ai vécu au Mali, et je me sens chanceux de l'avoir vécu comme deuxième expérience et non comme première, parce qu'à voir ma réaction que j'ai eue en arrivant là, j'ai comme fait « Comment j'aurais survécu la première fois? » Parce que là, c'était vraiment des huttes en terre, toit de paille, et la toilette, c'est juste un trou dans le sol, finalement. Fait que puis tu vis dans une famille qui est finalement entourée d'une congrégation de petites huttes comme ça, finalement, peut-être entourée de murets, aussi en terre, avec leurs animaux. C'est une micro-société. C'est ça, avec leurs animaux. Ils ont leurs poulets, leurs ânes, leurs chèvres, leurs vaches. Tout ça vit ensemble dans la même unité. Fait que c'était totalement différent. Et moi, quand je suis arrivé là, au début, j'ai fait « Oh là là, OK, il faut que je prépare mes stagiaires pour ça. Maintenant, je vais commencer par moi l'accepter. Puis après ça... » Moi, travailler, développer mes petits trucs. Exact. Parce que c'est pas évident. Quelqu'un qui s'est toujours lavé à la douche là, ou au bain, qui arrive là-bas, puis qui a un bocal d'eau, puis c'est tout, là, de l'eau froide, là, puis qui doit se laver de la tête aux pieds, là. Faut que tu développes des techniques. Ouais. On l'avait fait quelques fois au Bénin, parce que oui, à la maison, on avait la douche, mais des fois, ça marchait pas. Puis on est allé ailleurs aussi au Bénin, on n'a pas juste resté là, ce qui fait qu'on des fois, on l'avait vécu. Là. Mais là, c'était vraiment pendant
pendant 2 mois entiers, c'était que ça. Mais tu sais, je suis allé visiter le village et je suis reparti le même jour. Fait que j'ai pas habité là avant que mes stagiaires arrivent. Fait que tu sais, j'ai eu un choc en même temps qu'eux pour certaines choses. Mais après ça, eux sont arrivés. Puis là, on a eu quelques jours à Bamako, à la capitale, avant d'aller au village. Puis là, je leur ai parlé, tu sais, je leur ai montré les photos que j'avais prises. Puis je leur ai parlé, tu sais, ça va ressembler à ça à l'intérieur de vos maisons, puis vos familles ressemblent à ça, puis je les ai préparés, fait que j'espère que ça a été utile pour eux. Ouais, est-ce qu'ils étaient tous individuellement dans une maison? Oui, c'était aussi une grosse différence qu'on était tous séparés dans le village. Ça fait une grosse différence. Chaque stagiaire avait sa famille. Ce qui fait même pas en équipe de 2. Là. Même pas, non. Puis, tu sais, il y en a qui étaient relativement proches, puis il y en a d'autres qu'il fallait faire une petite marche, un bon 5-7 minutes avant de se rendre chez l'autre personne. Puis ça a été, au fil du temps, on s'est habitué, mais au début, ça a été difficile parce que avant qu'on puisse se repérer géographiquement, là, ça en devenait un peu difficile de savoir, mais sont où les autres? Ouais. Puis aussi, qu'est-ce qu'on fait pour se rencontrer? T'sais? Quand est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va? Puis qu'est-ce qu'on fait? Puis ça a été toute une histoire de... On se donne des rendez-vous précis à telle heure, puis le jour d'avant, on se dit où est-ce qu'on va se rencontrer, à quelle heure. Puis on se fait un horaire semi-régulier, comme ça on se perd pas. Puis on est venu aussi avoir notre petite route, on fait toujours le même sens, comme ça tu pognes les gens en chemin. Comme ça tu te mêles pas, ou tu te fais pas comme je suis allé chez un, puis l'autre est venu chez moi en même temps, mais par un chemin différent. Mais ça a été un choc parce que même moi je m'y attendais pas. Je savais qu'on allait être dans des familles différentes, mais l'arrivée au village, c'était ma première expérience en tant qu'accompagnateur. Je suis leur fait aujourd'hui. Ce serait une question que je poserais. Comment ça va se passer? Ouais. Et je n'avais pas posé la question. Et j'ai été aussi surpris que les autres qu'on arrive au village, on a un petit rassemblement du village au début avec un spectacle. Puis après ça, tout le monde est chippé, séparé. Puis on n'a pas le temps de se parler. Puis on est comme, oh, OK. Bien là, il faudrait peut-être que j'aille chercher tout le monde pour les rassembler pour qu'on puisse se parler. Parce que les premiers jours ont été plus difficiles à cause de ça. Y avait-il une barrière linguistique aussi? Oui, c'est ça. Au Bénin, ça parlait français. Sur le chantier, c'est pas tout le monde qui parlait français, c'était plutôt limité. Mais il y avait toujours plusieurs personnes, au moins 2-3, le chef maçon, le chef de chantier parlait français, plus quelques autres personnes qui paragouinaient. Fait qu'on réussissait à se faire comprendre assez facilement. Au Mali, on avait une personne qui nous accompagnait, un Malien au village, en tout temps, qui était là, et c'était la seule personne qui parlait français dans tout le village. Fait que même dans les murs des maisons, pour communiquer avec les familles, tes besoins, ou tu sais, il faut que tu t'adaptes. C'est le non-verbal qui va faire le travail. Exact. Tu sais, on le savait quand même d'avance. Fait que j'avais préparé à tous mes stagiaires un petit dictionnaire Bambara français, français Bambara, que j'avais fait format poche, moi-même imprimé, taillé à la main, tout le kit relié. Puis ça m'a été utile, tu sais, on n'a pas fait des grosses phrases avec ça, mais au moins, tu sais, comme tu dis, des besoins, des choses comme ça, tu pouvais te débrouiller, tu sais. Mais c'est sûr que ça a beaucoup impacté notre intégration, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais du fait qu'on ne pouvait pas discuter aussi librement qu'au Bénin que j'avais vécu sur beaucoup d'aspects de ce qu'on vivait. T'sais. On avait la personne à la SAM qui nous accompagnait, qui parlait français. Fait que c'est lui à qui on posait toutes ces questions-là de mais pourquoi ça marche de même, puis qu'est-ce que ça fait. Puis c'est lui qui nous répondait. Puis il pouvait des fois faire la traduction, bien sûr, avec les gens, mais il n'était pas là partout en même temps, tout le temps. T'sais. Fait qu'on avait fini par faire un cycle que de temps en temps, il allait souper dans chacun des maisons des stagiaires pour pouvoir qu'on ait une discussion avec nos familles une fois de temps en temps. Puis j'allais souvent, 4-5 fois par semaine, m'asseoir le soir avec ma famille. Puis on parlait pas gros, je les écoutais parler. Des fois, ils essayaient de me poser des questions. Puis là, je sortais mon petit dictionnaire. Ils connaissaient quelques mots de français, ils connaissaient quelques mots de Bambara. On s'échangeait des petites choses. Puis il y avait certains jeunes qui allaient à l'école qui avaient un niveau de français légèrement plus élevé qui faisait qu'on pouvait avoir une discussion légèrement plus profonde, genre... Mais ça reste des enfants. C'est comment prendre l'avion, puis les affaires de même. On a réussi à avoir des petites discussions. C'est une que je me souviens, parce que ça nous avait pris bien du temps avant de l'avoir, cette discussion-là, avant de comprendre c'était quoi, puis là, finalement... Mais on s'assisait, puis là, je jouais aux cartes avec les jeunes, ou les femmes étaient là qui allaient leurs arachides tous les soirs, parce que ils faisaient ça jusqu'à minuit, parce que sinon, il n'y avait pas le temps de le faire. Puis s'ils voulaient avoir du beurre d'arachide, il fallait qu'ils le fassent. Fait que ça, c'est une autre affaire que j'ai appris avec le temps. Au début, je pensais que c'était juste un passe-temps, mais non, ça fait partie des autres. Ils dorment de minuit à 4 heures. Fait que le soir jusqu'à minuit, ils éclairent les arachides. Puis le lendemain matin, à 4h, 4h30, ils se lèvent puis ils recommencent à faire d'autres choses. T'sais.
Fait que ça faisait partie des tâches de la journée qui finissaient à minuit. Incroyable. Tout ça sans électricité, puis on Tout en ça rappelle, sans électricité, à ouais. 18h, il fait noir. Oui, très noir, très noir. Fait que là, il y avait le Ça tombe feu. vite, hein? Ça tombe très vite. Il y avait la petite lampe à batterie qui rechargeait. J'avais ma petite lampe frontale, puis ma petite lampe à batterie. Puis il y avait du feu, puis il faisait le thé, puis on buvait du thé. Puis j'ai trouvé ça plaisant. Je me suis habitué à la routine, j'ai aimé ça, me joindre à eux, puis j'ai appris à faire du thé avec eux par moi-même. Puis j'en ai même mis dans ma petite hutte, je me faisais mon propre thé. J'étais bien fier de moi. Comment ça s'est passé? T'as-tu trouvé que pendant que tu étais là, le temps, la notion du temps, comment tu l'as vécu? Dans le sens où on a souvent l'impression que le temps roule moins vite, parce qu'il y a comme c'est comme moins urgent. OK. Puis, as-tu constaté une différence, mettons, entre le Bénin et le Mali, ou, somme toute, c'était un peu le même rythme que tu retrouvais quand même? Ça a été différent. Je pense qu'avec le Bénin, c'est qu'on était comme réglé au quart de tour. Donc, on était 6 jours au chantier, une journée qu'on faisait d'autres choses. T'sais. Ce qui fait que les semaines se suivaient, se ressemblaient, que le chantier avançait. Fait que la notion du temps était différente. Mais plus le chantier avançait, plus on savait que la fin approchait. Fait, tout était lié. Tandis qu'au Mali, c'était pas un projet de construction. Les projets de QSF, c'est plus la sensibilisation. La sensibilisation, c'est ça. Fait que là, nous autres, notre thème, c'était l'agriculture biologique, le compostage, cool. Pour aider la communauté sur place à faire son propre engrais naturel, finalement, au lieu de devoir payer pour avoir de l'engrais. Okay. Et tous les avantages. En fait. C'était avec les excréments de leur troupeau. Oui, les excréments du troupeau, puis aussi les restants de fruits, les pots de bananes, la quantité de manguiers qu'il y avait, les manguiers tombaient à terre puis pourrissaient. Fait que, tu ramasses ça, ils ne peuvent pas tout manger. Ouais. Fait qu'avec ces choses-là, fait qu'on a fait des fosses à compost de démonstration. Ça a été la première moitié du stage a été la fosse à compost, plus la formation de comment la faire et s'en occuper. Et il y a eu un travail manuel que je ne m'attendais pas. Je me dis, OK, je pensais faire de la sensibilisation, mais là, on est en train de creuser des trous d'1 mètre de profond dans du sol très dur parce qu'il n'y avait pas eu de pluie encore. La pluie est venue plus tard. Fait que c'est ça a été... Je ne me souviens plus où est-ce qu'on était rendu, finalement. Bon, on parlait du projet, tu parlais comme quoi que c'était de la sensibilisation, là, plus au niveau, des tâches QSF. Exactement, puis la notion du temps, voilà. Voilà. Fait que vu que c'était un truc de sensibilisation, un projet de sensibilisation, on était comme moins occupés au jour le jour, je te dirais, du fait que là, il y avait la première moitié, c'était la fosse à compost. Fait que là, c'est sûr qu'on était occupés, mais il faut construire tant de fosses, fait qu'on a tant de temps. Puis après ça, il faut préparer la présentation sur comment s'en occuper, puis un peu aussi de la paperasse là, pour leur laisser après. Puis à la deuxième moitié, là, c'était plus juste la formation, sensibilisation. Fait que là, on préparait nos formations, puis on les présentait aux familles. Fait que, tu sais, c'était moins occupant que le projet de construction, mais il fallait faire rentrer ça dans leur vie. Tu sais? Parce qu'encore une fois, à leur mode de vie. C'est ça, parce qu'encore une fois, c'est une vie de subsistance. Fait que, on peut pas juste leur dire, ben non, aujourd'hui, vous restez à la maison, vous faites une présentation. C'est comme, ben non, faut qu'ils aillent au champ s'en occuper s'ils veulent que ça pousse. Faut qu'ils arrangent les arachides. Faut qu'ils pilent le karité pour faire leur beurre. Fallait que nous, on fit là-dedans. Fait que, oui, on a sûrement fait des compromis à certains endroits, mais on a vu qu'à la deuxième moitié du stage, quand l'hivernage arrivait, qui est la saison des pluies, c'était là qu'il fallait qu'il aille au champ. C'était là qu'il fallait qu'il laboure puis qu'il plante parce que c'est là que l'eau était. Fait que là, c'est sûr que ça a été plus difficile la deuxième moitié de faire nos formations. Il a fallu les étaler sur vraiment longtemps au lieu de les faire un après l'autre parce que là, ils partaient au champ à telle heure, ils revenaient à telle heure. Fait que là, il fallait comme squeezer une petite présentation d'une demi-heure, 1 heure pour une famille à ce moment-là avant qu'ils repartent sur d'autres choses. Fait que le temps est paru un peu plus long parce qu'on était moins occupés. En général, on avait beaucoup de temps dans la journée pour... un coup que tu avais fait tes tâches de la journée pour préparer la présentation ou faire ta pratique de la journée parce qu'on faisait nous-mêmes nos présentations. On s'était même fait des textes en Bambara avec avec Alassane. Puis on essayait de pratiquer notre diction et tout. Mais un coup que tu l'avais pratiqué une couple de fois, tu dis, bon, c'était ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Fait que là, mais là, tu es entre midi et 3 heures qu'il fait trop chaud. Fait que tu es dans ta cabane. Tu t'essaies de survivre sur le dos en suant. Là.
ou à l'ombre d'un arbre, puis là, on s'était amené des jeux et tout. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de temps libre. Fait que ça paraissait un peu plus long que quand on était sur un chantier de construction. Puis, mettons, sans nécessairement faire... Parce que c'est deux programmes différents. Tu sais, le Précis puis QSF, ça reste deux entités. Puis c'est drôle parce que à entendre ce que tu racontes sur les deux programmes, chez Ingénieurs sans frontières, on en a un programme d'engagement pour la coopération internationale et j'ai l'impression que c'est un mix des deux. OK. Parce que au Précis, on est beaucoup plus dans l'infrastructure. Bon, il y a un autofinancement. Il y a nécessairement des sommes importantes à aller chercher. C'est des jeunes coopérants. C'est souvent des jeunes, des étudiants ou même des jeunes professionnels. Et chez QSF, on a plus le volet, très formation, pré-départ, encadrement, coordination, mentorat avec toi qui étais là-bas. Fait que moi, j'ai l'impression que notre programme est un peu comme une espèce de mix des deux. Puis je dis ça d'une façon très en réaction à ce que tu me présentes, mais c'est un peu le constat que j'ai. Parce que moi, j'avais l'impression que notre programme qu'on a chez nous est beaucoup plus inspiré du Précis. OK. Je pensais que ça se rapprochait beaucoup plus de l'espèce de cycle annuel du Précis. Puis je me rends compte que c'est vraiment aussi du QSF, dans le sens où la logique derrière toute la coordination, la préparation, les formations, l'encadrement, la rencontre des communautés, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à ça, en ayant le côté infrastructure, le côté jeunes professionnels, étudiants qui s'impliquent, qui ont le goût de découvrir le monde. Fait que j'ai l'impression qu'on est un peu entre les deux. Je pense que c'est un bon mix parce que c'est une des choses que j'ai un peu regretté du Bénin, c'est de ne pas avoir eu la chance d'être plus proche de la communauté et de partager cette culture-là. On avait, comme je disais, un 7e jour dans la semaine où on faisait des activités. Des fois, on s'est réservé une semaine à mi-chemin à peu près, puis un peu à la fin aussi, quand le dispensaire était fini, pour aller voir ailleurs. Mais c'était pas la même dynamique. On n'avait pas la chance d'être aussi proche que ce que j'ai vécu au Mali. Puis en même temps, au Mali, je me suis dit, mais là, j'ai vécu dans une communauté, mais j'ai pas vu le Mali en même temps. C'était pas le but, c'était de voir le Mali, mais d'avoir une communauté, comme on sait au Québec, une communauté bien différente d'une autre aussi. Fait que c'est deux types différents, puis je pense que j'aurais aimé avoir un peu du Mali au Bénin, puis un peu du Bénin au Mali. D'une certaine drôle façon. de dire ça, mais... Oui, parce que QSF est très encadré. Tu y vas à telle date, tu fais telle affaire, tu reviens. Le Précis, comme on est indépendant, on pouvait nous-mêmes construire notre horaire. Il fallait faire le projet, mais un coup que le projet est fini, il y en a qui sont restés jusqu'en janvier de mes collègues de groupe. Moi, je suis revenu 2 semaines après la fin du dispensaire, je pense. Mais il y en a qui sont restés plus longtemps puis qui ont continué de visiter à alentours. Puis, par après, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait, mais je me sentais pas prêt à ce moment-là de pouvoir partir sa trotte de même en Afrique de l'Ouest. Quand je suis allé au Mali, par après, que là, j'avais digéré l'expérience du Bénin, j'avais pris la confiance. Là, j'avais fait le projet au Mali, puis je suis retourné au Bénin pour une semaine. Je suis retourné au Bénin pour une semaine. Quand j'étais au Mali, je suis si proche, je ne vais pas rater l'occasion. 3 ans plus tard, de retourner au Bénin. Fait que je suis retourné par moi-même tout seul. Pris l'avion, me ramasser au Bénin. Je voulais prendre l'autobus au début, mais ça ne fitait pas dans l'horaire. Puis d'aller voir finalement qu'est-ce qu'on avait construit, puis essayer de revoir les gens. C'était combien de temps avant? Après? C'était 3 ans. 3 ans après. 3 ans, oui. Il y avait quand même moyen de voir comment ça avait évolué. Exact. Parce que nous autres, tu disais le Précis, c'est très infrastructure, puis ça, on le sait. Puis on avait essayé de mettre en place des choses qui allaient faire que... pour s'assurer que ça allait continuer après qu'on soit parti. Ça allait rester donner plus de chance. Fait que oui, il y avait un comité de gestion sur place qui avait été formé, puis qui allait s'en occuper, puis on était relativement satisfait de ça. Mais on avait aussi fait comme un petit partenariat avec l'Université de Montréal ici. On avait des étudiants en médecine, différentes formations de la santé qui allaient aller au Bénin après nous, l'année suivante, pour aller dans le dispensaire, donner de la formation ou juste participer, finalement. Et finalement, ça a été juste des filles, là, mais ces filles-là sont allées l'année suivante, puis ils nous ont envoyé des photos, puis ils ont été utiles, mais on a essayé de faire des petites approches de même, faire des tests, voir qu'est-ce que ça pourrait amener. Puis quand je suis retourné 3 ans après, je voyais que ça roulait quand même, c'était un dispensaire qui était bien utilisé,
Il dit, tu sais, ils ont toujours des besoins supplémentaires. J'aurais aimé ça pouvoir toutes les combler. Fait que, tu sais, ils font la liste de choses qu'ils aimeraient avoir, mais tu sais, je voyais que c'était fonctionnel. Tu sais, les employés étaient là, les patients étaient là, mais tu sais, il n'y avait pas d'électricité qui se rendait encore au dispensaire, qui était la responsabilité de la ville quand on avait quitté, mais c'était pas arrivé. Fait que, tu sais, ça limitait un peu leurs heures d'ouverture à cause de ça. Fait que la quantité de soins qu'ils pouvaient donner. Ouais. Il y avait des limites, mais tu sais, c'était encore fonctionnel 3 ans plus tard. Puis quand le Précis a fêté ses 20 ans... 20 ans ou 25 20 ans ou 25 ans, je me souviens plus. Je pense que c'est 20 ans. Oui, parce que j'avais rejoint notre partenaire local pour dire « Hey, allez donc prendre des images du dispensaire, puis envoyez-nous ça. » Puis j'avais fait une petite entrevue avec Mme Mao, qui était la responsable de l'organisme sur place là-bas, qui nous a fait une petite présentation, vidéo, puis j'avais présenté au camping des 20 ans, 25 ans du Précis. Fait que, on garde contact au fil du temps, après chaque couple d'années, disons. Puis, je voulais y retourner avec mon chum par après, parce qu'il m'avait suivi du début à la fin. Ça fait avant que je sois dans le Précis qu'on était ensemble, puis je voulais l'amener, puis on avait planifié ça, mais les enfants sont arrivés et tout. Ça a un peu changé nos plans, mais c'est encore prévu là. Qu'on va le faire éventuellement. Puis, penses-tu qu'un jour tu vas en refaire? Parce que là, maintenant, tu as une carrière, tu travailles comme en programmation, si je ne me trompe pas. Penses-tu que tu vas, à un moment donné, ressentir cet appel-là? Penses-tu que c'est quelque chose qui est comme juste en latence en toi, puis qu'à un moment donné, tu sais que ça va ressortir, puis que ça va te donner le goût de recommencer? Ouais, très bonne question. C'était en fait une des raisons que j'avais fait mon deuxième projet. Je voulais voir si c'était quelque chose que je pourrais entrevoir dans mon futur. Je suis allé en ETS, puis ce que j'ai le plus apprécié de mon séjour là-bas, c'était vraiment les implications que j'ai faites en dehors de mes cours. Puis quand j'ai fini mon bac, j'étais comme pas nécessairement satisfait. J'avais pas l'intérêt que je pensais avoir pour le sujet dans lequel j'avais étudié. Ce qui fait que peut-être que je voulais m'enligner vers d'autres choses complètement différentes, pas en ingénierie. Une occasion de vie s'est présentée qui a fait que j'ai dû quitter le Québec, puis ça a comme forcé mon choix de carrière vers l'informatique à ce moment-là. Fait que j'ai comme mis ça de côté, mais à la fin de mon séjour au Mali, j'avais comme déterminé que oui, c'était quelque chose qui m'intéressait assez, que j'aimerais ça dans le futur, peut-être enligner ma vie vers ça. Est-ce que ce serait des séjours à l'étranger? Est-ce que ce serait la coopération, mais du Québec? Qui sait? Je sais pas. Mais au moins, le sujet m'intéressait assez que j'aurais aimé ça en faire une partie de ma vie. Là, je suis de retour au Québec, puis je recommence à y penser. Mais mes choses se sont un peu plus calmées. La vie familiale s'est installée. Fait que là, c'est dur de changer ça aussi. Mais c'est sûr que... Partir à l'international avec des jeunes enfants... Ouais. Disons que la seconde moitié du couple ne serait pas toujours content que je parte. Fait que, ça change un peu les choses. Il va falloir que je regarde qu'est-ce qui serait possible, mais il y a définitivement un oui à la réponse que j'aimerais ça, que ça fasse partie de ma vie dans le futur. Puis, j'essaie d'aller chercher cette chose-là par la bande en continuant de m'impliquer avec le Précis. Là, j'étais à l'étranger pendant 10 ans, donc ça n'a pas été trop possible, mais depuis que je suis revenu en 2019, puis j'ai tout de suite participé au processus de sélection de la nouvelle équipe. 2010, c'est le fun de faire ça. Non, 2009, 2019, 2020. Voilà. Fait que j'ai participé au processus de sélection de la première année que je suis arrivé. Fait que là, avec la pandémie, c'est pas arrivé l'année passée, mais tu sais... Fait que la première équipe que tu as résélectionnée sont en ce moment au Sénégal. Exactement, ouais. Ils viennent juste de partir, ouais. On collabore d'ailleurs avec Précis. Maintenant, on travaille ensemble, là, un peu plus main dans la main. Avant, bon, il y avait aucun lien entre le Précis, qui est quand même un club étudiant à caractère d'ingénierie, puis nous, qui sommes une organisation vraiment en lien aussi avec l'ingénierie. Donc, il n'y avait pas nécessairement de partenariat, mais depuis maintenant 2 ans, on travaille vraiment ensemble. Puis je pense que c'est pour le mieux de chacun, en fait. Ben oui. Nous, on bénéficie beaucoup de leur capacité de réalisation, puis toute la structure qu'ils ont mis en place. Ça a inspiré, comme je le disais aussi, notre programme. Ça nous a permis de
d'avoir plusieurs équipes sur le terrain à la fois. En ce moment, il y en a plusieurs qui sont partis. Puis nous, de leur côté, ben, on peut leur apporter aussi un aide pour le financement, pour les formations pré-départ. Donc, je pense que les deux, on est un peu gagnant-gagnant à travailler ensemble. J'espère que ça va se continuer. J'espère qu'avec la prochaine équipe qui va être sélectionnée, on va pouvoir revivre ça. Ouais. Je te remercie beaucoup, Gabriel. Ça fait plaisir. J'ai-tu oublié quelque chose? Écoute, on a parlé longtemps. Je suis super content de la discussion qu'on a eue. Ben oui. J'ai plein d'anecdotes encore, mais voilà. On peut se faire toujours une deuxième session. Hein? Exactement. Plein de choses à dire. Fait que je te remercie beaucoup, Gabriel. Ça me fait plaisir. Merci, Pierre-Luc.